Alors, je vais vous parler un petit peu des liaisons dangereuses de Chaderlos de Laclos. Si vous connaissez un petit peu ce roman. Donc, les liaisons dangereuses, le roman est paru en mars 1782. Mais ça a provoqué un grand scandale, même si ça a eu du succès à l'époque. En effet, le roman a été considéré amoral à côté des deux personnages principaux, libertins et machiavéliques. En cette fin des années Lumière, cet ouvrage dénonce la corruption d'une aristocratie décadente. Le roman est construit sur des échanges épistolaires remarquablement réalisé. En attribuant un style différent à chaque personnage et en multipliant les points de vue avec une approche psychologique immersive, l'auteur octroie à son œuvre un réalisme efficace et dynamique. C'est à partir de 1779 et jusqu'en 1781, alors qu'il est sur l'île d'Aix en pleine guerre contre les Anglais, que Laclos rédige son ouvrage. Donc voilà. Les deux protagonistes sont la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Ils sont des libertins accomplis, se livrent à un jeu cruel de séduction et de manipulation. Madame de Merteuil, qui est une aristocrate environ de 25 ans, qui a été mariée très jeune et qui est veuve, et qui est très libertine dans sa vie, mais qui ne le montre pas à la société. Voilà. Et elle a l'habitude de manipuler beaucoup les gens. Et elle cherche à se venger de son ancien amant, Son amie, Madame de Volanges, va marier sa fille Cécile, qui vient 15 ans de sortir du couvent. Et elle va le marier donc avec ce comte de Gercourt, qui est beaucoup plus âgé. L'apprenant, la marquise de Merteuil veut se venger de son ancien amant qui l'a abandonné. Et pour cela, elle va charger Valmont, un autre de ses amants, mais néanmoins ami. Elle va lui demander de séduire la jeune Cécile pour que son ancien amant se retrouve déconfit au moment du mariage. C'est surtout la séduire et la pervertir. Voilà. Donc ça va être un jeu quand même assez trouble. Mais il se passe qu'à ce moment-là, Valmont, qui a l'habitude de jouer un petit peu avec sa partenaire, va refuser de séduire la jeune fille. Pour lui, c'est trop facile. Et en même temps, il est en train de conquérir une jeune femme mariée qu'il a rencontrée en villégiature chez sa tante, Madame de Tourville. Et il cherche à la séduire parce que c'est son rôle de séduire et d'abandonner. Et quand il annonce ça à son amie, il va se passer quand même, elle est pas très contente. Et elle va mettre en place des choses un peu machiavéliques pour déjà l'empêcher, pour l'empêcher. De toute façon, il va y avoir un jeu très très cruel et la fin en sera très tragique. Donc là, je vais vous juste présenter un peu les personnages. La marquise de Merteuil, qui est une jeune veuve aristocrate de 25 ans, c'est aussi une libertine intelligente. Elle est dotée d'un bon sens de l'observation, elle est cultivée. Elle connaît bien les mécanismes sociaux et s'en sert sans jamais se compromettre. Donc elle est le personnage central de l'histoire, sur qui reposent toutes les intrigues. Elle manipule tout le monde, elle tire les ficelles dans l'ombre. Et elle a une lettre, la lettre numéro 81, qui dresse son autoportrait. Et je vous en dirai un extrait tout à l'heure. Le vicomte de Valmont. Le vicomte de Valmont, c'est un jeune aristocrate aussi du même âge. Contrairement à la marquise, Valmont n'a pas vraiment peur de se compromettre, puisque sa réputation de libertin est là depuis le début du roman. Sournois et sans scrupules, c'est un libertin vaniteux qui se laisse prendre au jeu de l'amour,
ne pouvant admettre ses sentiments pour la présidente de Tourvel qu'au seuil de la mort après l'avoir perdue. La présidente de Tourvel, c'est une jeune aristocrate très jeune de 22 ans, mariée à un haut magistrat. Elle apparaît très sensible, émotive, vertueuse, très chrétienne et elle est l'antithèse de la marquise de Merteuil, ne portant pas de masque et refusant l'hypocrisie. Elle conçoit l'amour comme un sacrifice de soi et meurt après avoir été la victime de Valmont. La jeune Cécile de Volanges sort du couvent, elle a 15 ans. Elle est promise au comte de Gerfour qui a 20 ans de plus qu'elle. Elle n'a pas le choix, elle est consentante, elle obéit à sa mère. Mais elle va être prise aussi par le jeu de l'amour, par son maître de musique. Et c'est ça qui va créer des manigances entre Valmont et Merteuil. Voilà. Et donc le chevalier de Danceny, c'est un jeune homme jeune, aussi jeune que la jeune fille, et qui va évoluer au fil du roman, et que Madame de Merteuil va prendre dans ses filets pour se venger. Valmont va séduire la jeune femme, Madame de Tourvel, mais il va en tomber amoureux. Il va la séduire parce que Madame de Merteuil lui fait du chantage en lui disant si vous l'abandonnez, vous la séduisez, vous l'abandonnez, je serai à vous, à nouveau. Parce que c'est quand même assez pervers. Et quand il va réussir à séduire cette jeune femme, il va tomber amoureux malgré lui. Mais comme il est dans les filets aussi de Madame de Merteuil, il va écrire une lettre qu'elle va lui dicter, qui va détruire l'autre jeune femme. Voilà. Et donc dans ce jeu pervers, le jeune maître de musique va se rendre compte que Cécile, sa bien-aimée, a été séduite et que le responsable c'est Valmont. Et lui, en chevalier servant, il va le provoquer en duel. Valmont étant amoureux de cette jeune femme, il y a vraiment un grand millimélo, il va se laisser tuer. Va montrer à tout le monde tous les l'échange de lettres qu'il y a eu, de Madame de Merteuil, de Valmont, tout le monde. Il va le dénoncer à la société entière, et qui fait que Madame de Merteuil va se retrouver mis au banc de la société des aristocrates, et qu'à la fin, elle va attraper la petite vérole, elle va être défigurée, et elle va être détruite parce que Valmont, elle l'aimait, et qu'il est mort. Donc voilà l'histoire des liaisons dangereuses. On raconte un jour que Marilyn Monroe, avec sa charmante candeur, a dit un jour à Einstein, nous pourrions avoir un bébé ensemble. Il serait aussi beau que moi et aussi intelligent que toi. Ce à quoi le père de la relativité aurait répondu, eh bien, je pense qu'il sortirait rapidement avec ma beauté et ton intelligence. On ne savait pas encore à l'époque, la preuve a été faite plus tard, que le QI de Marilyn Monroe était de 165, soit 5 points de plus de celui du plus grand génie de tous les temps. Marilyn Monroe, Norma Jane Baker, 1926-1962, était une grande lectrice. Elle possédait chez elle une bibliothèque d'1 millier de livres et passait de nombreuses heures à lire des œuvres littéraires, poésie, théâtre et philosophie. Outre une grande joie de vivre, elle avait un esprit curieux et une soif inextinguible de connaissances. Alors, voici quelques-unes des citations de cette femme incroyable. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est d'être une femme. Les chiens ne mordent pas, ce sont les gens qui mordent. Je n'ai pas l'impression d'être au printemps. Je me sens comme un automne rouge et chaud. Riez quand vous êtes triste. Pleurer est trop facile. Personne ne m'a dit que j'étais belle quand j'étais enfant. Il faut
Il faut dire à tous les enfants qu'ils sont beaux, même s'ils ne le sont pas. Il vaut mieux être seul que malheureux avec quelqu'un. L'imperfection et la beauté, la folie et l'éclat. Il vaut mieux être ridicule qu'ennuyeux. Les déceptions vous font ouvrir les yeux et fermer le cœur. Je suis un enfant dans un grand monde qui cherche quelqu'un à aimer. Je n'ai jamais quitté quelqu'un en qui je croyais. Je n'ai jamais trompé personne. Parfois, je laisse les hommes faire leurs propres erreurs. Si j'avais suivi toutes les règles, je ne serais arrivé à rien. Savoir dire non, c'est poser ses limites, c'est se respecter. Certains d'entre nous se forcent à accepter des situations, des choses, des attitudes que nous n'apprécions pas. Plutôt que de dire non, on dit oui, alors qu'on pense non, par peur de vexer, de décevoir, d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Il est essentiel de savoir dire non et aussi de s'expliquer et d'expliquer ce qui est acceptable ou non, ou pas. Transformer le non en non constructif, ne pas dire non à tout, ni oui à tout. Et savoir dire non à l'hypocrisie, à la haine, à la méchanceté. Et dans notre monde actuel, pensez aux femmes qui sont harcelées, pensez aux violences conjugales, à toutes ces femmes qui, quelque part, ont su dire non un jour, mais que l'homme n'a pas écouté. Plus tard, il n'y aura plus tard, le café refroidi. Plus tard, il n'y a plus d'intérêt. Plus tard, il fera nuit. Plus tard, il sera trop tard. Plus tard, les enfants grandissent, puis on regrette de ne pas l'avoir fait, car plus tard, c'est bien souvent trop tard. Et tout devient trop tard. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de vermisseau ou de mouche. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, fouet d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Alors, au moment du confinement, j'ai eu l'idée de faire une parodie de La cigale et la fourmi confinée. La cigale ayant dragué tout le déconfinement, se trouva bien dépourvue période reconfinement. Elle alla voir sa voisine la fourmi. « Ah non, non, dit la voisine, sans masque et sans gel, je n'ouvre pas. » « Aidez-moi, dit la cigale, plus d'argent pour me protéger. Je vous rembourserai au centuple dès le confinement terminé. » La fourmi n'est ni prêteuse ni patiente. Oups, après le déconfinement, vous rêvez. Et que faisiez-vous tout l'été, jolie cigale? Oh, moi j'ai fait bar, resto, casino et folle nuit de délices. J'ai perdu tous mes euros. La fourmi derrière sa porte et son masque se moque. Eh bien, profitez bien du confinement. Qui dort digne, dit-on. Et surtout, amusez-vous dans vos douces et longues nuits reconfinées à rêver du déconfinement total. Après, je peux vous lire une version contemporaine, pareil. Je suis partie dans mes délires. La mère et la fille. Petite maman, s'il te plaît, héberge-moi le temps que je retrouve du travail, période de confinement très dure. Ah bon, dit la mère, tu as travaillé 5 ans, tu t'es mis en chômage conventionné, tu as eu 2 ans de revenus, ce me semble, pourquoi frapper à ma porte? Oh, je suis en
En totale fin de droit, pleure la fille, plus moyen de régler mon loyer. Moi, dit la mère, je suis retraitée. J'ai 7 petits-enfants, c'est ma priorité. Je n'ai pas les moyens de t'entretenir à nouveau. Mais mère, s'il te plaît, je te promets de trouver du travail rapidement. La maman fait la sourde oreille. Comment, plus de nouvelles depuis 2 ans, ni message, ni mail. Que faisais-tu tout ce temps? J'étais amoureuse, j'ai voyagé, aimé, profité de la vie. Et des confinements nouveaux, à mon âge, il faut vivre. Je me suis fait des tas de connaissances. Va frapper chez tous tes merveilleux amis et profite bien du déconfinement total, ma fille. Mais moi, maman, je n'ai plus de forfait ni wifi pour connecter mon PC et me reconnecter sur les réseaux sociaux. Moi, je vis dans la vraie vie, ma fille, dit la mère. Reviens me voir avec un CD signé et relis La cigale et la fourmi. Tu comprendras beaucoup. Alors je vais juste vous lire un petit extrait de monologue qui montre combien cette femme était manipulatrice, puisque au moment des échanges, Valmont finit par lui écrire. Il finit par lui écrire qu'il ne comprend pas sa hargne et la façon qu'elle a de lui répondre. Et que s'il ne la connaissait pas, il pourrait penser qu'elle est un peu dérangée, enfin, qu'elle a un peu perdu l'esprit. Donc là, c'est un peu une lettre que Madame de Merteuil écrirait à Valmont, ou si elle rencontrait Valmont, elle pourrait lui dire mais que vos craintes me causent de pitié, combien elles me prouvent ma supériorité sur vous. Et vous voulez m'enseigner, me conduire? Ah mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi. Au vrai vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé 1000 fois? Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes. Et quelles difficultés avez-vous eu à vaincre? Quels obstacles à surmonter? Où est là le mérite qui soit véritablement à vous? Une belle figure, pur effet du hasard. Des grâces que l'usage donne presque toujours. De l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon suppléerait au besoin. Une impudence assez louable, mais peut-être due uniquement à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens, car pour la célébrité que vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup dans l'art de faire naître et de saisir l'occasion d'un scandale. Croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes, même si j'ai bafouillé? Non, c'est gentil, c'était bien. J'espère surtout que ça vous a intéressé un petit peu. Voilà. Les gens restent quand même machiavéliques et pervers quand même.